Merci de votre présence. Donc cet atelier s'appelle Tourisme à vélo et développement local, une nouvelle opportunité. Nous sommes avec vous pendant 3 quarts d'heure et ce que je vous proposerai éventuellement à la fin de nos présentations, c'est de poser des questions. Donc nous aurons toujours la possibilité de répondre à vos questions, mais dans un premier temps, on va essayer de vous faire une présentation rapide puisqu'on a beaucoup de personnes sur le plateau. Je vais vous les présenter d'ailleurs très rapidement et je vais donner la parole tout de suite à Yann Pfister, donc de l'Umiplan Tourisme, qui est directeur général adjoint et qui va nous présenter un peu le cadre de cet atelier. Nous avons à côté de Yann, Madame Nathalie Charbonneau, vous êtes maire adjointe aux finances et en charge de la communication. Donc du coup, on sait que vous pouvez communiquer sans avoir de soucis, c'est une bonne chose. Ville de Saint-Julien de Concelles, on en parlera, c'est dans la Loire-Atlantique. C'est parfait. Monsieur Marc Lévy, vous-même, vous êtes directeur général de Alsace Destination Tourisme. Et puis, à vos côtés, Flavien Lopez. On aura l'occasion de parler du CEREMA, de réexpliquer ce que c'est que le CEREMA, puisque vous êtes chef de projet aménagement cyclable et espace public. Donc, vous l'avez compris, on va parler de ces vélos, de ces pistes cyclables, de ces aménagements à travers un certain nombre de vues, de visions, d'angles qui sont différents, mais complémentaires. Dans un premier temps, Yann, est-ce que tu pourrais prendre le micro et nous dire déjà pourquoi on est là, pourquoi on est réunis et qui nous accueille? Alors très bien, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Déjà, merci à Marc, Nathalie et Flavien d'être avec nous aujourd'hui. Donc la conférence est organisée par la société Lumiplan. Donc je voulais introduire un peu la société pour ceux qui ne la connaissent pas. Lumiplan, c'est une PME française de 250 personnes. On réalise à peu près 45 millions d'euros de chiffre d'affaires de manière annuelle. Et on propose des solutions digitales et matérielles pour les collectivités dans un objectif d'améliorer l'expérience des usagers. Donc on ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie, on part d'usage, de cas concrets, et on apporte des solutions qu'on met à disposition des collectivités. On leur donne un outil de communication qu'elles vont ensuite s'approprier et utiliser au quotidien. Alors on aura l'occasion de revenir vers toi, Yann, tout à l'heure pour voir comment on peut décliner un certain nombre de problématiques en équipement. En tout cas, merci pour avoir invité nos invités sur cet atelier. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans cette problématique. Je redis encore, pour ceux qui passent, tourisme à vélo et développement local, une nouvelle opportunité. Et vous allez voir que cette question d'opportunité, eh bien, elle fait éclater les silos. On va en parler tout de suite avec, je vous proposerai, Marc Lévy, de prendre le micro. Et peut-être déjà de mieux situer votre position. Vous êtes directeur général de Alsace Destination Tourisme. Et cette question du vélo et des pistes cyclables et des aménagements pour les vélos, eh bien, elle vous intéresse depuis des années. Oui, en effet, Alsace Destination Tourisme n'est rien d'autre que le comité départemental du tourisme pour 2 départements. Donc le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin qui sont aujourd'hui regroupés au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Donc nous sommes l'ADT, donc la Destination Tourisme de la CEA. Effectivement, ça fait une trentaine d'années que le vélo est au cœur de nos préoccupations. Tout d'abord parce que le vélo a été pris en compte dès le départ par les collectivités comme un moyen de déplacement. Le tourisme est venu après. Il y a eu des plans départementaux en faveur de l'aménagement des pistes cyclables qui avaient pour vocation première, effectivement, de rejoindre un certain nombre d'équipements, de pouvoir aller à l'école, à la piscine, à la salle polyvalente, de pouvoir se déplacer d'un village à l'autre facilement. C'est seulement ensuite, donc il y a quand même déjà une trentaine d'années, que la couche tourisme est venue se rajouter à ça, tout simplement parce que, effectivement, le tourisme peut apporter une valeur ajoutée à des infrastructures qui sont déjà là, peut conduire à proposer de les compléter, de faire des interconnexions, de faire des boucles, et ceci pour qu'effectivement les acteurs des territoires, les acteurs des communes, des territoires, les acteurs locaux puissent véritablement capter une valeur ajoutée à partir du vélo. Donc on a bien compris, là on parle en fait de l'impact sur l'économie locale, aussi la culture, à travers en fait un aménagement qui, vous l'avez dit, ça remonte à une trentaine d'années. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle particulièrement de l'Alsace? Est-ce que c'est parce que vous avez développé un réseau particulièrement important? Est-ce que c'est parce que la fréquentation est satisfaisante?
Alors effectivement, aujourd'hui, grâce aux collectivités départementales, locales, les EPCI notamment, on peut aujourd'hui se targuer d'avoir 2700 km d'itinéraires cyclables identifiés qui sont en site propre la plupart du temps et qui nous permettent effectivement d'irriguer l'ensemble des territoires. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose de très très intéressant parce qu'on a 3 eurovéloroutes, donc ces fameuses grandes autoroutes à vélo qui traversent le territoire, et à partir de celles-ci, on accroche des boucles qui permettent aux visiteurs de rester plus longtemps, de bénéficier, de découvrir davantage l'intimité des territoires. J'ajoute également qu'aujourd'hui, et c'est pour cette raison que le vélo est un puissant facteur ou un puissant élément de développement local, dans le domaine du tourisme notamment, et même au-delà, c'est parce que ce vélo se décline de façon très différente. Lorsqu'on a commencé, on était sur du vélo de cyclotourisme. Aujourd'hui, sur ces mêmes pistes, eh bien, on va avoir tout ce qui roule sans moteur. C'est même pas forcément des vélos. On a aussi de temps à autre des trottinettes, on a aussi du ski roue, on a aussi des rollers, on a aussi, avec parfois même des problèmes de conflit d'usage. En tout cas, ça permet effectivement, avec la tendance de l'itinérance douce, d'alimenter ces territoires, et ça c'est très important. Et lorsque je vous parle de diversification des types de vélos, vous pensez aussi aux VTT, qui permettent justement de sortir des infrastructures traditionnelles goudronnées et d'aller encore plus loin dans cette intimité des territoires, parce qu'on va pouvoir, avec un vélo, on va dire musculaire, ou un vélo à assistance électrique, eh bien on va pouvoir encore aller plus loin, on va pouvoir sortir des chemins, ou plutôt sortir des routes, rester sur les chemins par contre, pour éviter ces conflits d'usage. Et on a encore une fois une densification de l'offre touristique qui est possible grâce à ça. Restons un peu sur la partie technique avant de parler de la partie animation. Sur la partie technique, vous avez évoqué plus de 2500 km de voies. Vous avez insisté sur le fait qu'il y a des boucles locales. On imagine que tous les aménageurs ne sont pas les mêmes, que là, il a fallu créer des collaborations. J'aimerais savoir à quel niveau se trouve Alsace Destination de Tourisme dans cette mise en cohérence. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous entendez par pistes cyclables. Voilà. Est-ce qu'on est dans des aménagements en site propre? Est-ce qu'on est dans des aménagements qui ont été faits, qui sont dédiés ou qui ont changé de destination? Alors, pour ce qui concerne les aménageurs, on va dire que principalement, ce sont les départements. C'est aujourd'hui la collectivité européenne d'Alsace qui est à la manœuvre, mais qui le fait aujourd'hui avec les collectivités locales, hein, avec les communautés de communes qui viennent, qui proposent, qui parfois assurent des maîtrises d'ouvrage pour l'amélioration et la réalisation de ces itinéraires. Lorsque je parle d'itinéraires ou pistes cyclables, c'est parce qu'effectivement, on a affaire principalement à des pistes en site propre, où seul, de temps à autre, on a un véhicule agricole, mais sinon, on est vraiment sur des itinéraires dédiés au vélo, avec quelques compléments, quelques interconnexions qui sont sur des bandes cyclables, sur des petites routes des liaisons, en fait, j'imagine. Des liaisons, exactement. Alors positionnement d'ADT, oui. Pour répondre à cette question, nous sommes voilà, donc l'animateur d'une démarche qui réunit, on va dire, les départements, la région, un certain nombre d'opérateurs touristiques et collectivités locales, notamment les agglomérations alsaciennes. Il y en a 5 grandes agglomérations. Et elles travaillent toutes ensemble au sein d'une démarche qui s'appelle Alsace à vélo, qui est pilotée par Laurence Müller-Bronn, une sénatrice du territoire, et qui permet ensemble de valoriser ces infrastructures. Donc on n'est pas là à la planification de où est-ce qu'on va faire passer la prochaine piste cyclable. Ça, c'est davantage, encore une fois, le niveau départemental, niveau Alsace et les communautés de communes. Mais on est vraiment dans la valorisation touristique et globalement dans tout ce qui est itinérance douce que l'on peut développer à partir de ce réseau. Alors moi, il y a une chose qui m'intéresse. Vous avez un regard sur le développement touristique où on n'a pas évoqué le retour, j'allais dire, sur investissement pour les collectivités locales à travers en fait une fréquentation touristique qui est relativement exemplaire. Il faudra qu'on en dise un mot parce que il me semble qu'en Alsace, on est plutôt, j'allais dire, sur un bel exemple de valorisation touristique d'un patrimoine et d'un territoire à travers le vélo. Donc est-ce qu'on pourrait déjà confirmer ça et expliquer qu'est-ce qui peut en être la cause ? Alors effectivement, les boucles qu'on évoquait tout à l'heure, certaines font une cinquantaine de kilomètres, d'autres 100 kilomètres. On essaye de pouvoir toucher tout type de public.
eh bien, ces boucles, on essaie de les thématiser. Alors certaines sont dédiées au château, d'autres sont dédiées à la bière, d'autres encore à la choucroute ou à d'autres éléments emblématiques de notre territoire. Et c'est ce qui plaît vraiment aux visiteurs qui vient pour faire du vélo en Alsace, soit en itinérance, c'est-à-dire il va d'un point à l'autre, soit en ce qu'on appelle en pétale de marguerite, où il a un camp de base, et puis à partir de ce camp de base, il définit ses itinéraires. On peut quantifier un petit peu le nombre de passages? Alors, on a en termes de visiteurs, on est à pas loin de 500 000 visiteurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la mixité qui se développe de plus en plus, l'hybridation des vacances, du séjour. On a bien sûr des gens qui viennent faire que du vélo. D'ailleurs, il y en a certaines qui viennent à vélo jusque chez nous ou qui ne font que traverser le territoire. Je laisse ces gens-là de côté. Ils sont extrêmement importants. Ils sont pourvoyeurs également d'économie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est aujourd'hui intéressant, ce sont les gens qui viennent pas du tout pour faire du vélo et qui découvrent qu'on peut faire du vélo. Et cela, c'est la belle surprise. Et si on a des prestataires de services qui sont en capacité de proposer un parc de vélos, j'allais dire de véhicules, mais voilà, de véhicules à pédales, eh bien c'est vraiment intéressant. Et notre travail aujourd'hui, c'est justement, au-delà de ces itinéraires, de ces circuits, c'est de travailler avec les prestataires de services pour leur dire attention, il y a des gens à vélo qui vont venir et ils sont importants, on le dira tout à l'heure pour le pouvoir d'achat. Attention, il faut prendre soin de ces gens-là comme si ils venaient en voiture. Attention, lieu culturel, vous devez avoir des arceaux à vélo. Vous devez même éventuellement avoir des consignes parce qu'aujourd'hui, quand on vient à vélo, on a éventuellement un casque, on a peut-être à changer de chaussures, etc. Pour pouvoir ensuite visiter un château, un musée, Alors, on y etc. reviendra. Voilà. Vous parlez depuis tout à l'heure, pour introduire une sorte de suspense, de retombées économiques, mais dites-nous un chiffre. Alors aujourd'hui, on a fait un calcul il y a maintenant quelques années et on est en train de le renouveler. Et vous imaginez bien que la période de Covid nous a empêché d'aller plus vite. Donc on aura des chiffres en 2022. Mais lorsqu'on a fait la première analyse, c'était en 2014, on avait calculé effectivement la différence entre un touriste à vélo et un touriste qui vient classiquement en voiture. Un touriste en voiture dépense par jour et par personne environ 70 €. Un touriste à vélo, c'est entre 110 et 130. Tout simplement parce qu'il va considérer de dépenser un petit peu moins pendant la journée puisqu'il se déplace avec sa propre force et il va choisir des hébergements, choisir des lieux de restauration qui seront sans doute bien plus on va dire bien plus qualitatifs que ce qu'on pourrait faire autrement. Aussi parce que j'imagine qu'ils ont plus faim, c'est pour ça. Alors ils ont plus faim, mais ils vont pas manger de la même manière. Ouais. Encore une fois, le prestataire, c'est extrêmement important de pouvoir travailler avec lui. Si l'hôtelier n'est pas en capacité de permettre, par exemple pour des gens qui ont envie de faire du vélo en plein été, pendant la saison estivale, ces gens-là partent tôt. Si le petit déjeuner commence à 9 h, ce qui n'est jamais le cas, mais commence tard, ça ne marchera pas. Oui, ils aiment logique. bien avoir, s'ils se déplacent... Ce ne sont donc pas les mêmes touristes. Voilà, je voudrais qu'on voilà. arrête là. Puis, éventuellement, ce que je ferai, c'est que je proposerai aux personnes qui sont là, s'il y a des questions qui sont particulières pour Marc Lévy, éventuellement, tout à l'heure, dans 2 minutes, on va éventuellement vous donner la parole. S'il y a des questions, sinon on va enchaîner. Moi, je sais que j'ai deux points à voir avec vous. Là, il y en a un qu'on va garder pour tout à l'heure, après avoir parlé avec une élue. C'est la question en fait de l'événementiel sur vos destinations vélo, et ça, je pense que c'est important. Mais ce que j'aimerais pour conclure cette première intervention, c'est que vous me parliez un peu de cette différence justement des publics qui viennent visiter à vélo et cette question de point de vue qui me semble être importante pour vous. Oui, alors effectivement, je commence par l'événementiel. L'événementiel permet d'accompagner la promotion de l'itinérance douce et du vélo. Et par exemple, nous, on a mis en œuvre en 2013 le premier slow up de France. C'est un concept qu'on est allé chercher en Suisse, chez nos voisins. Donc c'est une boucle qui est aménagée sur un territoire. On est sur une trentaine de kilomètres. On tourne toujours dans le même sens, c'est gratuit. Il y a des événements tout au long de cette boucle. Il y a
9 villages festifs sur notre territoire. Et on a réussi la première année à réunir 15 000 personnes en 10 heures. Et la dernière année, en tout cas la dernière avant Covid, on était à 45 000 personnes en 10 heures. Autant vous dire qu'il y avait quelques bouchons à vélo. Mais comme on était sur la route des vins, c'est pas grave qu'il y ait des bouchons. La prochaine édition? Alors la prochaine édition est prévue en 2022. C'est toujours la même date, c'est toujours le premier dimanche du mois de juin. Ça attire énormément de monde et c'est vrai que pour faire le lien avec l'autre question, il y a des gens qui nous ont dit à cette occasion-là, pour le slow-up, j'ai ressorti mon vélo qui était dans la cave depuis 10, 15, 20 ans. Je l'ai fait réparer, d'ailleurs sur le long du parcours il y a des ateliers de réparation. Et puis je ne le sors que ce jour-là. Mais n'empêche que ça a été fait. D'autres ont dit, je l'ai sorti pour cette opération-là, parce que j'ai des amis qui m'ont dit, tiens, viens avec nous faire le slow-up, etc. Depuis, je ne quitte plus la selle de mon vélo. C'est-à-dire que depuis, j'ai découvert que je pouvais aller au travail, etc., pour mes activités également à vélo. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ils ont un point de vue aussi un peu différent, finalement. Et voilà. Et donc, ce sur quoi vous voulez me faire arriver, c'est sur cette idée de dire qu'à vélo, on a une autre perception, et important pour le développement local, notre appréciation des territoires. On a des gens qui habitaient sur l'itinéraire de ce slow-up ou d'autres manifestations qu'on a eu l'occasion d'organiser, qui m'ont dit, d'habitude ici je passe en voiture, je ne vois pas la même chose. Je ne savais pas qu'il y avait un mur de pierre sèche qui était très intéressant. J'avais jamais vu ce calvaire, j'avais jamais vu telle ou telle petite chapelle, etc. Et donc, grâce au vélo, j'ai une autre hauteur de vue, parce que je ne suis pas la même hauteur que lorsque je suis assis dans ma voiture. Et je découvre les choses avec une autre allure qui me permet d'apprécier autrement le territoire, mon territoire. On va rester sur ces mots parce que justement, cette hauteur de vue et cet autre point de vue, on va essayer de le décliner, de l'apprécier avec nos autres invités. Je me tourne vers vous. Merci d'être présent et d'être attentif. Est-ce qu'il y a une question particulière pour Marc Lévy? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et je vais me tourner vers Nathalie Charbonneau. Alors, vous-même, vous êtes élue, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes maire adjointe dans la ville de Saint-Julien-de-Concelles. Est-ce qu'on peut resituer cette ville? Alors, bonjour à tous. Saint-Julien-de-Concelles est une petite commune, donc moi je vais vous parler local, de 7500 habitants, à 15 km de Nantes, à revenir sur Ancenis. Et ben voilà. Je suis ravie de pouvoir amener aujourd'hui un témoignage local. Moi, je suis persuadée que le vélo est un enjeu majeur, aussi bien pour les petites collectivités, les grandes, les moyennes, pour tous, parce qu'il nous permet, nous les communes qui n'avons pas un patrimoine extraordinaire à proposer, de pouvoir partager avec les habitants et visiteurs des lieux pittoresques qu'on n'aurait pas découverts en voiture, comme disait monsieur tout à l'heure. Alors si je comprends bien, on parlait tout à l'heure d'une région, d'un territoire assez vaste, et on a évoqué ces boucles, c'est-à-dire cette approche locale d'un itinéraire, d'un développement de tourisme à vélo, avec une opportunité pour la commune. À votre niveau, comment est-ce que ça s'est passé? Quelle a été votre approche? Très concrètement, c'est quelle voie, à quel endroit et quand? Eh ben, concrètement, si vous voulez, Saint-Julien-de-Concelles donc est bordé d'une digue où passe la Loire à vélo. Et un matin, on s'est aperçu qu'il y avait 70 000 vélos qui passaient le long de notre petite commune. 70 000 vélos à l'année À l'année quand même. Ouais, à l'année quand même. Je restais raisonnable. Voilà. Et on s'est dit, voilà, ils passent ces vélos, mais comment on va les arrêter? Et il va bien falloir qu'on s'en occupe. Et là, on a pris la mesure de l'opportunité qui passait à côté de chez nous pour pouvoir faire découvrir non seulement notre commune, mais les territoires. Donc on a commencé à travailler sur des pistes cyclables, mais en intramuros pour relier la Loire directement, puisque la Loire à vélo passe le long de notre commune, pour relier déjà notre commune à la Loire à vélo. Et aujourd'hui, on travaille avec l'intercommunalité pour pouvoir, entre les communes, de plus loin, puisqu'on a une offre touristique autour du vignoble,
jusqu'à la commune de Valette, pour ceux qui connaissent. Donc on a 11 communes qui ont une offre touristique par l'Office du tourisme à proposer. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir faire un itinéraire à vélo en dehors de la Loire à vélo, c'est-à-dire de faire découvrir l'ensemble de nos territoires. Si je comprends bien, là on fait en fait un mouvement inverse de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une initiative et d'une observation locale. Là, vous nous parlez de l'interco. Rappelez-moi, l'Office de tourisme est au niveau de l'intercommunalité ? Oui, mais un petit peu plus d'ailleurs, puisque c'est au niveau du pays, c'est 28 pays, 28 communes. Et l'intercommunalité, c'est 11 et le pays, c'est 28 communes. On a une offre touristique avec l'Office du tourisme, mais vous savez, quand vous êtes de l'autre bout du territoire, c'est pas la Loire qui passe, c'est la Sèvre ou c'est un autre fleuve. Donc, chaque territoire a ses bienfaits. Et donc, il est important de pouvoir nous créer du lien entre nous, les communes, les intercommunalités. Et ce qui est le plus important, c'est de casser les frontières. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Nathalie Charbonneau, c'est que finalement, la voie cyclable et peut-être aussi la voie navigable, parce qu'on pourrait presque faire un lien entre les deux. Les deux voies, en fait, eh bien, elles ne connaissent pas de frontières et ça vous amène à de la collaboration entre organismes publics, collectivités. Oui, alors effectivement, le vélo, il n'a pas de frontières. L'eau n'a pas de frontières. On n'est pas dans une commune ou sur une autre, ça ne s'arrête pas à un point donné. Et donc, pour ce faire, pour essayer de dépasser nos frontières les uns les autres, on a sur la commune de Saint-Julien-de-Concelles un projet de navette fluviale, puisqu'on s'est aperçu que pour venir de Saint-Julien jusqu'à Nantes, ça fait quand même 15-16 km. Il faut savoir que la moyenne pratiquée par les gens qui vont au travail à vélo, c'est 10-12 km maximum. Et il fallait que ça s'adresse non seulement aux visiteurs qui se promènent, mais aussi aux gens qui veulent aller travailler. Et on est en train de se fédérer avec le département, les autres communes ligériennes avec lesquelles on veut travailler, avec la région avec laquelle on prend contact aussi, pour ce projet de navette fluviale, pour monter sur cette navette des vélos et des piétons. Donc il y a une complémentarité. Mais si j'entends bien, on est encore une fois en train de penser global, mais d'agir local, là, parce que c'est vous qui avez fait cette proposition de navette fluviale. Alors c'est sûr que c'est à l'initiative de l'équipe municipale, bien sûr, pilotée par le maire Thierry Agasse, mais au-delà de ça, c'est pas important qui a l'idée. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à se fédérer tous ensemble pour pouvoir avancer. Cette idée-là de navette fluviale, on l'avait eue en 2014. Déjà, on nous a regardé comme si on était un peu des extraterrestres. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et l'intérêt, c'est que ça prenne sens au niveau de l'ensemble des territoires et qu'on arrive à porter ces projets ensemble, parce que je pense qu'il y a une réelle opportunité. Et on va aménager nos bords de Loire, on fait de l'événementiel. On travaille avec notre partenaire Lumiplan. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire que la signalétique et le numérique, c'est aussi important de faire savoir ce qu'on fait, d'aménager nos lieux et de pouvoir travailler ensemble. Je pense que le vélo, le développement durable, la mobilité, c'est l'affaire de tous, mais ce n'est pas l'affaire d'une frontière. Dans cette optique, j'imagine que quand vous vous tournez vers les habitants de Saint-Julien-de-Concelles, vous devez aussi expliquer que cet investissement, il est à c'est leur bénéfice et direct et indirect. Oui, bien sûr, c'est évident, parce qu'on parlait tout à l'heure de retombées économiques. Bien évidemment qu'on veut faire connaître notre territoire, mais on veut aussi qu'il y ait des retombées. Chez nous, sur notre territoire, on a un camping, on a un plan d'eau qui fait 3 km 200, on a de la voile sur ce plan d'eau. On a quand même si on n'a pas des châteaux, on a aussi quelque chose à offrir. On a le vin sur notre territoire, on a la gastronomie, on a beurre blanc. Le beurre blanc, ceux qui le connaissent, celui qui a créé le fameux beurre blanc. Donc je pense que chaque ville, qu'elle soit petite ou grande, a quelque chose à offrir ou à transmettre ou à montrer. En interne, en externe. Merci beaucoup Nathalie Charbonneau. Je me tourne encore vers vous. Est-ce qu'éventuellement il y aura une question à chaud, ou est-ce qu'on peut encore attendre la fin de cet atelier? On va continuer alors. Ah, une question. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un micro, madame. Ah, il arrive. On vous écoute.
Bonjour. Bonjour. Oui, je suis intéressée effectivement par l'acceptation aussi de vos habitants par rapport à cette coopération et ces itinéraires cyclables. Parce que je suppose que vous avez repris ça sur les voies, la voirie voiture. Et à ce moment-là, comment est-ce que ça a été accepté, sachant que ce sont des personnes qui vont travailler dans les grandes villes et qui ont besoin de se déplacer vite? Je me permets d'essayer de reformuler la question pour voir si j'ai bien compris. Vous me parlez de l'acceptation des habitants par rapport au développement ou au projet? Oui, à la fois pour les questions tout simplement d'occupation de voirie, hein, Okay. pour une part, Alors, et puis aussi peut-être de conflits d'usage. Chez nous, les pistes cyclables ou les pistes partagées, c'est pas comme dans les grandes villes. Souvent, quand on fait une piste cyclable, on fait une piste cyclable. On a souvent un peu plus de place que dans des grandes villes, donc ça veut dire que la voie est réservée spécifiquement au vélo. On a quand même en centre-bourg quelques villes qui sont partagées entre les voitures et les vélos, mais dans l'ensemble, sur les pistes cyclables qu'on a mis en œuvre, vous êtes hors départemental, hors national. La piste est vraiment protégée, aménagée que pour les vélos. Donc ça se passe plutôt très très bien. C'est vrai que le vélo devient aussi dans l'air du temps. On en a parlé au début beaucoup au niveau du travail, mais il faut savoir que dans nos villes, maintenant, les gens se déplacent en vélo. Même pour aller faire des courses, etc. On a changé nos habitudes et le Covid a énormément changé nos habitudes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 70 000 vélos qui passaient sur notre digue le long de la Loire, mais on était à 20 000 de moins avant le Covid. Donc vous voyez l'effervescence. Maintenant, les gens ne prennent plus leur voiture pour aller acheter leurs baguettes. Ça a changé, on a changé nos habitudes. Et ça, c'est vraiment un besoin des habitants. Et puis aussi, alors je vous explique ces deux projets en deux mots pour ne pas être trop longue. On travaille avec les habitants sur des ateliers. C'est-à-dire que dans notre petite commune, on fait des ateliers thématiques sur la mobilité, sur l'artisanat, sur le handicap, etc. Et on en a fait une notamment sur le développement du vélo et de la mobilité. Et on a travaillé avec tous nos habitants. Et toutes ces idées sont sorties d'ateliers où on a travaillé comme tout le monde, parce que c'est la mode, vous savez, avec des petits post-it. Et chacun a donné ses idées, donc c'est plutôt bien accepté par les habitants. Merci beaucoup Nathalie Charbonneau. Je vous propose qu'on voit notre avant-dernier intervenant. Donc Flavien Lopez, peut-être qu'on pourrait faire une sorte de synthèse avec vous, parce que vous êtes ici en tant qu'expert, vous êtes chef de projet aménagement cyclable et espace public à CEREMA, Territoire et Ville. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est le CEREMA? Oui, bonjour à tous. Donc le CEREMA, c'est un expert public de référence sur les thématiques des risques, de la mobilité, des aménagements et de l'environnement. Donc on est une structure nationale avec des implantations dans l'ensemble des régions. Et eh bien, on intervient notamment en appui aux collectivités territoriales avec un certain nombre de modalités d'intervention. On crée de la doctrine, des guides, des fiches qui pour certains sont gratuits et disponibles sur notre site. On intervient dans le cadre de grands programmes nationaux territorialisés, notamment aux côtés de l'ADEME. Et puisqu'on parle de vélo, j'en profite pour vous indiquer qu'on accompagne l'ADEME sur le suivi de ses lauréats du projet À Vélo 2. Et puis on peut intervenir aussi en direct auprès de collectivités qui nous sollicitent. Et donc en particulier, ce qu'on peut dire, c'est que sur la question du vélo, il y a une forte effervescence. Et dernièrement, on a publié un guide que je vous invite à télécharger sur notre site gratuitement si vous le souhaitez. C'est le guide qui s'appelle « Rendre sa voirie cyclable, les clés de la réussite ». Et dans ce guide, vous trouverez 8 recommandations essentielles à prendre en compte pour réussir une politique d'aménagement cyclable. Parfait. Alors j'insiste sur le fait que le CEREMA est fournisseur d'expertise et qu'on peut aller dès aujourd'hui sur le site. Et on s'inscrit si on n'a pas été inscrit et on peut télécharger cette brochure qui sera tout à fait complémentaire à tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je vous la recommande. Il y a également une deuxième publication, peut-être en dire un mot. Il s'agit d'une enquête. Ça s'appelle Le point sur la loi d'orientation des mobilités. Ça date de 2020 ? Oui, c'est ça. Suite à la loi d'orientation des mobilités, il y avait un certain nombre de notions
qui étaient inscrites dedans et pour lesquelles on a ressenti un besoin de clarification de la part des collectivités. Et du coup, notamment savoir qui aménage, qui a la compétence. Tout à fait, il y avait la possibilité pour les communes notamment de prendre ou de ne pas prendre la compétence mobilité. Et il y a cette fiche du CEREMA qui a permis de décrypter un certain nombre d'aspects sur cette loi d'orientation des mobilités. Alors justement, Flavien Lopez, moi j'aimerais que vous me donniez un peu votre regard, votre lecture des deux témoignages, qui sont des témoignages tout à fait convergents, tout en étant à une échelle différente. Convergents parce qu'on voit qu'au bout du compte, on fait éclater les silos, hein, puisqu'on passe du développement économique, on passe aussi à la question de la culture, du patrimoine, de la vie citoyenne, de la transition éco-environnementale, j'en passe. La communication étant quelque part un liant, un ciment. Et puis on voit aussi que, eh bien, il y a des barrières qui tombent, des frontières, comme le disait Madame Charbonneau. Par rapport à ces deux témoignages qui convergent, quelles sont vos remarques? Qu'est-ce que ça vous a amené en réflexion sur des thèmes que vous accompagnez au quotidien? Oui, d'abord merci pour vos témoignages, parce que ça met un peu de la matière concrète sur les éléments que j'avais l'intention de présenter aujourd'hui. Lorsque vous m'avez contacté, je me suis dit, moi je travaille sur les aménagements cyclables, sur la conception des aménagements cyclables. Je suis un peu plus éloigné que les autres intervenants de la thématique du tourisme. Alors comment est-ce qu'on va mettre ça en musique? En fait, on a bien sûr parmi nos partenaires des gens qui travaillent sur le tourisme à vélo. Ça nous permet d'avancer certains éléments. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, en termes d'aménagement cyclable, il y a une forme de convergence des enjeux entre le tourisme du quotidien et le tourisme à vélo. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va chercher à aménager l'espace public pour le rendre agréable, accessible, attractif pour le vélo et même plus généralement pour la marche, hein, parce qu'on parle beaucoup de vélo, mais la marche, c'est aussi un mode de déplacement qui est très intéressant. Eh bien, on se rend compte que, eh bien, en fait, on va pouvoir rendre service à plein de monde, mais vis-à-vis d'enjeux différents. Voilà. Lorsque, par exemple, je vais réaménager un centre-bourg pour le rendre cyclable et marchable, si ce centre-bourg il est à proximité d'un itinéraire cyclable touristique, eh bien, je vais rendre éventuellement service à mes touristes à vélo qui vont pouvoir se rendre dans ce centre-bourg facilement. Ils vont pouvoir bénéficier des aménités. Alors, vous avez parlé d'éléments touristiques qui pourraient être extrêmement intéressants, châteaux ou autres. Mais les touristes à vélo, ils ont aussi besoin de services. Ils ont besoin de pouvoir réparer leur vélo s'ils en ont besoin. Ils ont besoin de restaurants. Ils ont besoin d'un certain nombre de services du quotidien. Et du coup, la proximité de certains centre-bourg par rapport aux itinéraires cyclables, c'est important. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut leur permettre d'accéder à ce centre-bourg. Donc il faut qu'il y ait un travail sur les aménagements. Il y a certains touristes à vélo qui se déplacent en famille. Eh bien, si il y a une route nationale qui est très compliquée à traverser entre l'itinéraire cyclable touristique et le centre-bourg, eh bien, ils passeront leur chemin sans doute, ils iront au village suivant. Donc ça, c'est un premier élément. Mais du coup, lorsqu'on réaménage le centre-bourg pour les touristes à vélo, là, je prends le problème d'un côté, j'arrive de l'autre côté. Et bien, en fait, on l'aménage aussi pour les résidents. On améliore la qualité de vie des personnes qui résident sur place. Et on a des études qui se basent sur les enquêtes mobilité qui montrent qu'en fait, y compris dans les villes moyennes, eh bien, dans les petits commerces et les moyens commerces, pas dans les grandes surfaces, mais dans les petits et les moyens commerces, il y a une forte part des acheteurs qui viennent à pied ou à vélo, en fait. Donc en fait, lorsqu'on va rendre accessibles les centres-bourgs aux modes actifs, eh bien, on va potentiellement redynamiser les commerces du centre, à la fois pour les touristes à vélo et pour les résidents. Est-ce que vous voulez dire que parmi les nouvelles opportunités que propose le tourisme à vélo dans le cadre d'un développement local, on n'aurait pas aussi une opportunité en termes de transition éco-environnementale ? Si, complètement. On peut regarder justement avec une vision d'ensemble les thématiques dont on parle depuis tout à l'heure et se dire que finalement, lorsqu'on cherche à mettre en transition les territoires qui sont potentiellement autour d'itinéraires touristiques à vélo, eh bien, on peut mettre en évidence plusieurs enjeux convergents et ça fait davantage de raisons d'agir, peut-être, justement eh bien, pour revitaliser les centres-bourgs, pour les rendre plus accessibles, plus attractifs pour les modes actifs. On parlait de cette transition socio-environnementale. Je m'étais
je m'étais trompé. J'aimerais éventuellement, si vous permettez, Flavien, qu'on fasse une dernière intervention et puis ensuite on va se garder quelques minutes pour pouvoir répondre à des questions si nécessaire. Donc Yann Pfister, là et à un moment donné on a entendu parler d'aménagement, on a entendu parler de communication, j'allais dire au sens large, à travers la question de la stratégie, le positionnement, l'attractivité, mais aussi la communication, j'allais dire la signalétique, comment je suis mon itinéraire, comment j'informe les gens que ici j'ai une voie, ici j'ai une offre. Alors, est-ce que ce sont des observations de ce genre-là, Yann Pfister, qui vous ont amené à apporter des solutions, vous, en tant qu'entreprise aménageur Lumiplan? Ben, tout à fait. En fait, on a eu une discussion il y a déjà plusieurs mois avec Marc et puis avec Nathalie qui nous ont fait part en fait, de toute l'énergie qu'ils ont déjà mis dans les aménagements, dans l'offre touristique. Marc parle de plus de 30 ans d'efforts et d'énergie. Je pense que c'est assez représentatif de la réalité et c'est vrai pour l'Alsace, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de territoires en France. Et aujourd'hui, on nous a dit on a les infrastructures, on a l'offre touristique, mais il nous manque un truc. Il nous manque un système de communication dédié qui permet de faire la promotion de l'offre touristique locale qui avoisine ces itinéraires et ces véloroutes. Et donc ça a fait mouche, ça nous a en fait alertés et tout de suite interpellés. Et on s'est dit qu'on avait certainement des choses à proposer dans notre boîte à outils pour répondre à cette problématique latente. Et donc on a créé une première solution, une première réponse, parce que ce n'est qu'un maillon de la chaîne, on est au début de tout ça, qui est d'ailleurs un concept qui est présent là sur notre stand, mais ce n'est pas tellement l'enjeu d'aujourd'hui, pour faire cette promotion de l'offre touristique locale. Parfait. Est-ce que vous avez entendu une certaine unité dans les différentes interventions qui ont été faites aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette question de tourisme à vélo et de développement local, elle peut évoluer dans les années à venir avec, quand je parle d'évolution, c'est des évolutions presque institutionnelles en fait, sur la question de la maîtrise de ces aménagements et puis peut-être des évolutions sociétales aussi? Alors on voit dans tous les témoignages qu'il y a des initiatives à différents niveaux, au niveau local, au niveau départemental, régional. Il y a des experts aujourd'hui qui se constituent sur le sujet. Donc on voit bien qu'on se dirige vers ça. Il y a des chiffres aussi qui parlent. Aujourd'hui, on a plus de 18 000 km d'itinéraires vélo à l'échelle nationale. Il en est prévu d'en avoir 25 000 d'ici 2025-2030. Donc ça montre aussi l'importance du sujet. Il y a des infrastructures en place, mais il y a une offre qui monte et des vraies décisions politiques de développer ces infrastructures. Donc il faut que nous aussi on évolue, et d'autant plus en tant que partenaire des collectivités locales, il faut qu'on apporte des solutions nouvelles pour répondre à ces nouveaux besoins. Quand on est à vélo, on a des fois des besoins un peu basiques, d'aller aux toilettes, des choses un peu bêtes, mais si on n'a pas l'info qui nous dit qu'à 500 mètres ou à 2 km, on a le service qui est juste là, eh ben on passe à côté. Concrètement, et donc, ça se présente comment, cette communication-là? Alors, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs matériels sur le terrain, positionnés au croisement entre les véloroutes et les bifurcations pour rentrer sur le territoire local. Souvent, les véloroutes sont un peu excentrées du centre-ville ou de la ville, ou passent un peu à côté. Et donc, l'idée, c'est quand même de matérialiser physiquement avec un dispositif d'information en temps réel qui permet derrière de relayer une information pertinente pour diriger les cyclistes vers la collectivité. Eh bien, moi, ce que je vous propose maintenant, si vous en êtes tous d'accord, c'est de proposer à vous de poser des questions. Interrogez-nous sur ce que vous avez entendu ou éventuellement des questions qui sont relatives à votre territoire, à vos préoccupations, à vos projets. Un micro peut passer et ce que je propose, c'est de lever la main pour poser la question. Bon, je vois que vous allez peut-être pas poser de questions. Alors Yves, il y a peut-être une manière un peu... Si, il y a une question ici. Il y a une question. Ah bon, on va poser une question. Allez-y. Nous avons de grands projets de rendre notre aménagement cyclable dans sa totalité. Mais nous sommes une toute petite île sur la Seine, dans une grande agglomération urbaine.
Et c'est un projet qui doit se rendre, qui doit être collectif, qui doit être plus large, qui doit nous relier de deux côtés aux berges des autres. Et ça, c'est pas simple parce qu'effectivement, on est quand même placé sur la véloroute Paris-Londres. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose, point de vue aménagement, pour accueillir les touristes. Au contraire, on n'a que des handicaps à dépasser. Donc c'est vraiment pour nous un sujet important, savoir comment est-ce qu'on peut justement concilier la ville avec tous ces travers, des lieux de passage terribles, de camions, de voitures, de tout ce qu'on veut, avec une véloroute qui, normalement, devrait être un territoire apaisé, familial, qui doit nous permettre de voir le paysage autrement. Nathalie Charbonneau, ça vous parle peut-être ça? Parce qu'on entend bien parler d'une voie, d'une grande voie vélo, avec des gens qui sont dessus et qui sont dans une circulation apaisée. Et qu'est-ce qui se passe quand on les amène en ville si la ville n'est pas faite pour? Alors nous, on a l'avantage, il y a 16 km pour aller au centre-ville de Nantes, donc il n'y en a pas beaucoup. Et nos digues, nous, sont protégées. Et il y passe que des vélos, peut-être quelques trottinettes ou des piétons, mais on n'a pas ces voies partagées, à part quelques-unes dans le centre-bourg, où évidemment il y a des zones 20 et des zones 30. Alors c'est aussi une nouvelle habitude, même pour les habitants, donc il faut beaucoup communiquer. C'est important de faire et de faire savoir. Que les gens se rendent compte qu'on est dans une zone de rencontre, justement, c'est ça? Sachant qu'on est dans une période où les gens sont de plus en plus tendus, et on le sait, quelque peu agressif quelquefois, donc partager les voies, c'est pas toujours simple, mais il faut rappeler, je pense que notre rôle dans les collectivités, c'est aussi de rappeler qu'il faut se respecter les uns les autres, et aussi de respecter les limitations de vitesse. Je voudrais répondre à la dame par rapport à sa problématique, quand on est un peu enfermé entre tout, et qu'on essaye de trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple qui ressemble pas complètement à celui de la dame, mais qui est d'une incohérence totale. On a 2 ponts chez nous pour traverser la Loire. On a un pont qui fait partie de la métropole, donc on a le droit à des passerelles vélo. Et le deuxième pont pour venir chez nous, quand on ne fait pas partie de la métropole, on n'a pas le droit aux passerelles vélo. Donc le vélo, il fait la moitié de la route sécurisée sur une passerelle à côté d'un pont. Et s'il veut continuer à traverser la Loire, il traverse un autre pont, où là, il se retrouve en plein milieu, en insécurité, avec des voitures. Voilà, c'est les choses aberrantes qu'on trouve sur nos territoires. Donc les frontières administratives qui sont plus puissantes que les frontières physiques, si j'ai bien compris. Voilà, donc il ne faut rien lâcher. Marc Lévy, est-ce qu'on pourrait rajouter un mot pour madame? Je vous laisse ce micro éventuellement. Pour cette question de comment on fait pour passer d'une autoroute à vélo, on va dire, apaisée, à une boucle locale. D'abord, il faut effectivement ne pas hésiter à travailler avec les acteurs locaux. Je vous rappelle que ça paraît bête, je vais enfoncer une porte ouverte. Vous êtes déjà tous partis en vacances, je pense. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Et quand on part en vacances, pour réussir un séjour, il faut penser à avoir du temps pour manger, boire, dormir, visiter, acheter. Lorsque on présente une boucle à vélo, quelle qu'elle soit, tracer un trait, une boucle sur une carte, c'est assez facile. Alors je dis c'est assez facile, derrière il faut régler les problèmes accidentogènes, les problèmes de sécurité, etc. Mais enfin, une fois qu'on a fait ça, par contre après, il faut aller voir les gens et leur dire il va y avoir des cyclistes et vous pouvez les accueillir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est ce qui apporte de la valeur ajoutée. On va rester sur ces mots de la fin. Mon voisin qui avait plein de choses à vous dire encore sur la question de la sécurité routière, mais ce que je propose, c'est que vous vous reportiez aux guides et aux publications du CEREMA, parce que justement, ça fait partie des sujets d'étude. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vais laisser le mot de la fin à Yann Fisser, donc de l'Umiplan. Et c'est l'heure. Justement, pour conclure, je voulais dire que si vous voulez poursuivre les discussions de manière peut-être un peu plus informelle, on peut se retrouver sur notre stand. On a un petit apéritif qui est prévu autour d'un verre. Des fois, c'est aussi intéressant et notamment on pourra évoquer le sujet de la sécurité. Donc, on est sur le F85. Merci à tout le monde et surtout merci aux intervenants et la qualité de leur intervention. On voit bien qu'on a affaire à des précurseurs du sujet et ça nous inspire. Merci.